pas. La parole est à Nadège Abond-Mangoli. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, un rapport avait été remis en 2012 au président de la République Nicolas Sarkozy, qui appelait dans ses conclusions à créer un espace économique commun entre la Russie et l'Union européenne. Vous avez rappelé que ça n'avait pas été très bien reçu. À l'époque, Monsieur Jean-Pierre Thomas, ancien député des Vosges, reconverti dans le privé, était l'auteur de ce rapport. Enfin, il s'était vu confier la rédaction de ce rapport. Il a par la suite été nommé en 2018 président du conseil d'administration du groupe russe Rusal, qui est le leader mondial de la production d'aluminium. Il n'est plus en poste depuis 2019, dit-on, à la suite de pressions américaines. Comme quoi, ça peut venir un peu de partout. Ces activités peuvent-elles, à votre avis, questionner la sincérité du rapport qui avait été remis par M. Thomas en 2012 ? Finalement, ce rapport pourrait presque apparaître comme une lettre de motivation avant embauche. Bon, ça, c'est la première de mes questions. Deuxième question, en tant qu'ancien Premier ministre, au fait des affaires de l'État et au fait de la politique étrangère, ne pensez-vous pas quand même que la reconversion de hauts cadres administratifs ou politiques d'élus français auprès d'entreprises étrangères, notamment quand ces entreprises sont fortement adossées à l'État, il y a des entreprises État, on le sait, n'est pas préjudiciable à notre politique étrangère? Vous avez évoqué tout à l'heure en fait les conditions qui pour vous sont centrales, qui sont la nature des relations diplomatiques. Est-ce qu'il n'y a pas quand même d'autres éléments? Est-ce que c'est suffisant? Vous avez évoqué la Russie qui est en guerre contre l'Ukraine et donc contre l'un de nos alliés. N'y a-t-il pas d'autres conditions, par exemple la nature des activités ou bien un délai de carence conséquent après la fin des activités publiques? Je vous remercie. Sur le premier sujet, l'idée d'un espace économique avec la Russie est bien antérieure à 2012. C'était une idée que le président Sarkozy a mis sur la table en 2008 lorsqu'il présidait l'Union européenne. Honnêtement, je ne me souviens pas du rapport de M. Thomas, mais en 2012, c'était un peu tard pour réaliser l'opération. Au fond, il y avait deux philosophies. Il y a la philosophie qui consiste à dire plus on va aider la Russie à se développer, plus il y aura d'aspiration à peut-être pas à la démocratie, mais en tout cas à une vie politique et sociale plus libre et plus apaisée. Et puis ceux qui considèrent qu'il n'y a rien à faire avec la Russie et donc on refait la guerre froide jusqu'à la fin des temps. Nous, on considérait qu'il y avait une voie, et je pense sincèrement qu'il y a un président Poutine avant et un président Poutine après. Il y a un président Poutine qui, à un moment, est obnubilé par le développement économique de son pays, au fond. Et ça correspond à la période que j'ai évoquée tout à l'heure. Puis après, ces résultats économiques n'étant sans doute pas très performants, le temps passant, parce que il y a quelque chose qui est très important dans les régimes autoritaires, c'est le temps. C'est-à-dire que les Chinois avaient inventé un système, le Parti communiste chinois avait inventé un système qui était assez intelligent, qui consistait à limiter à 2 mandats le mandat du président chinois. Et le président chinois savait qu'au bout de 2 mandats, il aurait une fin de vie confortable dans une jolie maison au bord de la mer et dans des bonnes conditions. Le président Xi Jinping a mis fin à ce système. Je pense que c'est une assez grave erreur, parce que le problème du dirigeant autoritaire, c'est que plus le temps va passer, plus sa sortie du pouvoir devient impossible, hypothétique, dangereuse. Et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir eu une évolution dans le caractère et le comportement du dirigeant russe lié à cette question du temps. Sur le deuxième sujet, je vous ai répondu déjà, j'ai déjà répondu. Je considère qu'on est dans un monde ouvert. Tant qu'on respecte les règles, il n'y a aucune raison d'empêcher des responsables, parce qu'ils ont eu à un moment donné une activité publique, d'exercer des fonctions privées, à condition naturellement que ça ne soit pas dans des entreprises qui soient des entreprises qui constituent d'une manière ou d'une autre une menace pour l'indépendance nationale. Donc
bah oui, là, il peut y avoir des sujets. On n'a pas évoqué, par exemple, personne n'a posé de questions sur l'affaire des bateaux que nous avions décidé de vendre à la Russie. Par exemple, moi, j'ai toujours défendu, en tant que Premier ministre, une politique consistant à ne pas vendre des systèmes d'armes sophistiqués à des pays dangereux. Le Mistral n'était pas un système d'armes sophistiqué. En revanche, je me suis opposé, par exemple, à la vente de sous-marins à certains pays, parce que je considère que moins il y a de sous-marins sous les océans, mieux je me porte et mieux la sécurité de mon pays est assurée. Donc ça, c'est évidemment un élément important. Et puis après, où on est en paix, où on n'est pas en paix. Enfin, on ne peut pas découper de cette manière, comme on le fait avec les sanctions, d'ailleurs, d'une certaine façon. Découper en essayant de ménager nos intérêts, ce qui peut être imposé, ce qui ne peut pas être imposé. Je ne sais pas, personne ne m'a interrogé sur les sanctions, mais vous savez que je suis totalement hostile aux sanctions. Et que je pense que les sanctions, j'y suis hostile pour 3 raisons. La première raison, c'est que ça n'a jamais marché. Il n'y a pas un seul exemple dans le monde d'un pays important qui ait baissé la tête parce qu'on lui a imposé les sanctions économiques. Ça n'existe pas. Comment ? Ce n'est pas les sanctions qui ont fait baisser l'Afrique du Sud, c'est la situation intérieure qui a fait baisser l'exemple de Cuba est assez intéressant, ça dure depuis combien de temps ? Il y a une deuxième raison pour laquelle je suis hostile aux sanctions, c'est qu'elles ont des répercussions sur notre économie qui sont assez désastreuses et pas forcément des répercussions aussi graves qu'on le dit sur l'économie d'en face. J'ai vu en Russie, entre 2014 et jusqu'en 2020, comment tout un pan de l'économie russe s'est créé pour répondre aux sanctions. Voilà, autrefois, on ne faisait pas de fromage en Russie, maintenant on fait des fromages en Russie. Autrefois, on ne faisait pratiquement pas de viande bovine en Russie, maintenant on fait de la viande bovine en Russie. Et je prends ces 2 exemples-là, mais il y en a plein d'autres. Mais il y a une troisième raison qui est encore beaucoup plus grave que tout le reste. C'est que les sanctions, elles viennent toujours du même endroit. Elles viennent des États-Unis et de l'Europe. C'est les Occidentaux qui imposent leurs sanctions aux autres pays, au reste du monde. Et si vous ne ressentez pas à quel point cette politique-là fait monter dans le monde un ressentiment contre nous, contre les Occidentaux, vous ne voyez pas arriver l'orage qui va malheureusement s'abattre à un moment donné sur l'Europe et l'Occident si nous ne sommes pas capables de comprendre qu'on ne peut plus parler au reste du monde comme si on était les maîtres de la classe et qu'on a le devoir de faire preuve d'un tout petit peu plus de compréhension et de tact dans notre manière de traiter le reste du monde. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a une immense majorité de la population mondiale qui réside dans des pays qui ne sont pas hostiles à la guerre en Ukraine, ou en tout cas qui ne s'associent pas aux sanctions? C'est pas parce que ces pays soutiennent la Russie, c'est parce que ces pays ne supportent plus ce qu'ils considèrent comme une forme d'arrogance, qui est le fait que des pays riches imposent à des pays plus pauvres des sanctions économiques. Réponse, mais du coup, moi j'avais parlé à un moment donné de nature des activités. Juste du coup, une question très simple. Vous avez parlé de défense, d'industrie de la défense. Est-ce que vous considéreriez normal, par exemple, qu'un ancien ministre de la Défense puisse travailler au sein d'une entreprise étrangère qui traite d'industrie de la défense, en fait? Voilà. Responsables politiques européens qui travaillent dans des entreprises de défense américaines, sans doute. Russes, non, je ne pense pas. D'ailleurs, les Russes n'en voudraient pas. Oui. Non, mais bien sûr, il y a des secteurs qui sont des secteurs stratégiques, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure.